a re-questionné face à Zurich en 2006. Mis à part ce film, qui est vraiment juste un lien un peu... On pourrait aller plus précisément sur quelle période 72, que représente cette période, où en étaient les mouvements politiques, les mouvements aussi de résistance, et pourquoi nous avons choisi ce village et en fonction de quel autre mouvement on fait des liens. Il y a plusieurs éléments qui se trament là. J'aimerais juste donner encore l'indication qu'effectivement, nous avons ensuite, à partir de cette source, fait un grand temps de recherche sur les mouvements altermondialistes, ATTAC bien sûr, mais plus précisément aussi ce qui s'est passé en Argentine, et notamment le mouvement des piqueteros. Et nous avons recueilli un ensemble de témoignages ou de propos ou de théories qui posent la question aujourd'hui sur des actes de résistance ou des mouvements anticapitalistes. Il y a parmi ces recherches, nous avons à nouveau pris un certain nombre de propositions, de textes, que nous nous sommes dit, c'est des choses qu'on pense qui sont des points très emblématiques, synthétiques d'une situation, et comment ces propositions, ces arguments, on va pouvoir les placer dans notre trame narrative. Notamment, un des textes, j'ai appris que j'ai le droit de parler de ce qui ne me regarde pas, parce que tôt ou tard, inéluctablement, ça me regardera. Ça, par exemple, cette phrase-là, avant même d'écrire tout le scénario, c'est quelque chose, on dit, on va devoir placer cette proposition-là dans le film. Et le film consiste justement à faire cette construction-là. À nouveau, comme vous avez peut-être pu... On pourrait peut-être, bien sûr, après, il y a l'autre élément qui est comment nous avons encore installé autrement le travail au MAMCO et au FRAC. Je ne sais pas si vous voulez déjà réagir uniquement par rapport à l'élément de la trame du film, ou si vous voulez l'ensemble. On peut peut-être regarder effectivement les autres installations parce que les variations sont fortes. Est-ce qu'on pourrait un peu obscurcir tout de même pour voir les... Tu reprends. Il faudrait éteindre un coup. Voilà. À nouveau, l'installation présentée au MAMCO, donc les petits sofas de Kunsthaus ont disparu. Nous intervenons avec un autre matériau qui sont ces bottes de paille. Les mobiles sont présents, il y a une autre teinte au mur. Je vous montre 2-3 images de cette installation. À nouveau, cette fois, c'est le même graphique qui fait 17 mètres. La salle est plus grande, donc ça ne fait pas tout le mur, mais il est un peu surélevé. Les mobiles sont là et il apparaît une deuxième vidéo Donnerstag, jeudi, qui est présentée. Et pour nous, ça a été un moment assez important de en fait, garder sous le même intitulé Lettres d'adieu aux ouvriers suisses, avoir un prolongement de cette installation avec un travail que nous avons fait, je crois, quelques mois plus tard, à quelques kilomètres de ce village, où nous avons suivi une journée d'une ouvrière agricole donc dans la traie des vaches. Là, environ 350-400 vaches à traire tous les jours, 2 fois par jour. Et la personne qu'on voit à l'image là est la réelle ouvrière, mais nous sommes venus avec une comédienne, celle qui joue Monika Lewinsky, et qui a exactement repris tous ces gestes. Il n'y a pas de texte. Peut-être qu'on regardera par la suite la petite vidéo. C'est vraiment un moment performatif, une journée réduite en 12 minutes, qui est montée, caméra à l'épaule, avec ces différentes étapes de travail aliénant, sans parole, le travail est tellement aussi fatigant qu'il n'est pas question là de discuter, de discourir sur les conditions de vie, parce que le travail est fortement là. Donc il y a ces 2 vidéos maintenant qui dialoguent et le graphique mural. Ici, donc, au FRAC PACA, où à nouveau on retrouve Alles wird wieder gut, donc tout ira à nouveau bien, la fresque et puis les bottes de paille. Et ici, les images, donc, elles sont vraiment face à face. Hein. Le couloir est plus petit. Il s'agit donc, nous avons refait un nouveau motif pour qu'il corresponde à l'entièreté là, du mur, qui est de 10 mètres de long. Mais la condition de montrer ces éléments, chaque fois le hors-champ qui est convoqué est répondu par un autre pan des murs. Ici, il n'y a pas de mobile. C'était là une question de hauteur aussi.
les écouteurs pour ce travail, et puis le son, c'est juste un son où on entend les bruits de la production laitière, les vaches, ça c'est un son qu'on entend dans l'espace. Ici aussi au MAMCO, c'était la même chose. Par rapport aux bottes de paille, bien sûr, c'est la question, c'est d'abord une dimension tout à fait pratique pour s'asseoir et regarder le film à la place des bancs. C'est aussi vrai, c'est aussi pour cela. Une autre dimension, ces bottes de paille sont apparues depuis que nous avons mis, bien sûr, ce travail à la ferme, qui n'est pas du tout un travail folklorique, mais qui est vraiment un travail d'industrie, un travail de production et d'exploitation du vivant, de l'exploitation de la travailleuse et l'exploitation des animaux. Les bottes de paille sont bien sûr issues de l'exploitation agricole, mais pour la petite histoire, ces bottes de paille sont aujourd'hui réellement produites seulement finalement pour des propriétaires de chevaux, parce que les bottes de paille industrielles sont aujourd'hui beaucoup plus grosses. Elles sont uniquement transportées par camion. Les bottes que vous voyez là sont un format réduit, facile à transporter pour les propriétaires. Donc c'est quand même adressé aujourd'hui à une clientèle bourgeoise. C'est peut-être aussi ces gens-là qui s'assiedent sur les bottes pour regarder le film. Et puis effectivement, ce n'est pas que agréable, ça irrite. Et puis ça reste aussi sur les pantalons ou les jupes. Et qu'est-ce qu'étaient les graphiques qu'on voit au FRAC? C'est le même. Non, dans la prochaine image. Ah, oui, alors ça viendra dans un... Voilà. Voilà, c'est lié à un autre travail, France Détour, et on le présentera par la suite une prochaine fois. Il y a aussi à nouveau un vis-à-vis qui est là mis en place. Vous l'aurez un peu saisi, il est toujours question d'une image qui est au dos de l'image qu'on voit et qui sollicite ou appelle le hors-champ. Voilà, je pense que le dispositif est assez clair. Comment la peinture est... Prends les micros. On peut rallumer, oui. Mais bonjour Benjamin. Bonjour. Une chanson? Oui, c'était une blague. Comment la peinture est... Enfin, est-ce que c'est une peinture, le graphique, et comment est-elle réalisée? Alors, initialement, c'est une impression sur un tissu vinyle. Donc, à l'époque, on faisait pour ces grandes publicités, etc. Donc, on a utilisé ce système. Et puis, au FRAC-PACA, c'est un papier peint, en fait. Voilà. Et puis, il existe en version affichette chez Josselin. On l'avait fait en tas de petites affichettes que les gens pouvaient prendre avec eux. Et vous l'avez, quand vous l'avez montré au FRAC-PACA, vous avez, enfin, le graphique ne change pas. Non, il y a un redimensionnement finalement. On avait essayé, on avait changé un peu les couleurs, etc. Mais bon, ce qui est aussi intéressant, c'est aussi le lien avec la vachère ou la laitière, puisque les tuyaux qu'elle utilise et la mécanique se retrouvent finalement dans le graphique. Alors il y avait un lien comme ça qui était assez évident comme ça entre les différences esthétiques et les placements qui pouvaient y avoir. Est-ce que ça représente un moment particulier? Le graphique? Oui. Oui, l'indice boursier 2005 du SMI, qu'on a remodulé bien sûr avec les hauteurs. Il est un peu étendu, il est un peu déformé, mais avec les échelles. Et ça allait très bien. Donc, mais bon, de toute façon, ça va très bien parce que la crise en Suisse n'a pas vraiment, n'a pas subi, puisque les bénéfices du SMI, donc les 20 plus grandes entreprises suisses, sont considérables. C'était en 2005, c'était pas. Oui. C'était ça la question, de savoir si si vous avez quand même choisi un moment particulier. C'était le moment de la production. On voit c'était sur l'année à peu près, les différents niveaux. D'accord. Je suis en train de penser maintenant que ces mécanismes-là ne fonctionnent que parce qu'il y a l'impossibilité d'adhérer. C'est que cette chose du travail du spectateur, pour prendre la question de la place du spectateur, en fait, qu'on disait hier,
ne se fait pas simplement là où tu es placé, physiquement sur la scène par exemple, dans vos installations. Mais c'est fait aussi par la non-adhérence, la non-correspondance avec ce que je suis en train de voir. Et qu'il y a là quelque chose qui fonctionne pas tellement comme une construction, donc ça ressemble pas, donc comme une construction mimétique, comme une construction figurale dans laquelle j'ai fait revenir des figures qui ont habité la chose, mais comme une tension des figures qui ne peuvent pas se faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre moi et l'objet, entre les objets, et je pense donc à vos scènes, et j'en parle pour amener un peu plus la question sur le travail plastique, entre le fait d'être sur les foins, sur la paille, et regarder les films, entre avoir les bruits du traitement des vaches et les discours de ces jeunes gens qui jouent les modèles d'un modèle, je me trouve dans une condition de dissemblance totale. Et que c'est cette dissemblance qui me fait construire. Il me semble donc que ce n'est pas tellement seulement la distanciation qui fait cela dans ce que vous proposez, mais ça soit aussi quelque chose qui ne permette pas d'adhérer et qui donc oblige quelque part à trouver sa place et que la fin du film n'arrête pas finalement. Non seulement parce que je peux le revoir, mais aussi parce que finalement il me reste des coupes que vous avez construites dans votre structure dialectique et les coupes semblent parfois plus fortes encore que les arguments. J'ai cité aujourd'hui les moments où ces deux jeunes filles rentrent. On vit ça comme une coupe violente, quelque part, parce qu'on nous a quand même pris un morceau de l'histoire. Déjà, on ne comprend pas, mais en plus, on nous prend un morceau de l'histoire. Et finalement, ces moments d'arrêt, où j'ai fini par avoir un moment de problématique, me fait travailler longtemps. Et il me semble que dans les propositions récentes de l'art contemporain, il n'y a donc pas seulement un travail sur l'archive, un travail sur l'indice, un travail sur la dénonciation, un travail sur la politique, un travail sur la dialectique, mais il y a aussi un travail sur la tension dissemblante entre nous et le monde. Et que ça me semble très différent des origines que vous amenez, c'est-à-dire que vous êtes en train de retravailler clairement, mais que vous les retravaillez d'une façon critique, comme l'origine, par exemple, de la performance, comme l'origine de la distanciation brechtienne. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui sont là, mais il me semble que vous travaillez comme une tension. Et ça me semble rentrer dans un étrange développement artistique récent qui se donne comme très clairement donné par les milieux, parce qu'il y a une économie qui semble évidente, parce qu'il y a une énonciation qui semble évidente, parce qu'il y a une pensée globale qui semble évidente. Et pourtant, les artistes, me semble-t-il, sont en train de construire plutôt des tensions que des adhérences. Et que dans cette tension, je vois donc une valeur très importante de dissemblance, en fait, ce que j'appelais dissemblance ou altérité, je ne sais pas. Mais comme on a beaucoup cité le cinéma ici, je voulais ramener une proposition de Bellocchio qui il a été interrogé sur les rapports entre cinéma et histoire. Et dans une interview, je ne me rappelle plus, mais bon, il dit, alors, donc la question était pourquoi vous nous dites quelque chose que les historiens ne nous diraient pas, que vous nous dites quelque chose autrement. Et lui, il dit, moi, j'ai fait une différence entre la reconnaissance, ce que tout le monde appelle immédiatisation, et là, je crois qu'on touche à la question de la transparence, de l'idéologie de la transparence, que je trouve vraiment quelque chose de très, très actuel, malheureusement. Donc, et puis, ce que j'appelle connaissance, non reconnaissance, mais la connaissance qui garde une distance. Et lui, il dit, pour moi, une œuvre d'art, c'est une œuvre qui travaille l'histoire, est une œuvre qui féconde la connaissance et qui tient, il dit, tiene affamata la riconoscenza, c'est-à-dire il tient comme un enfant en tension la reconnaissance. Parce que nous, comme le disait Giovanni, dans l'œuvre de Bernard, on cherche des figures, on cherche des signes de reconnaissance. Toujours, c'est très,
très en tension, ça. Mais c'est justement l'espace qui est ouvert. Ça, c'est Bellocchio qui dit. Donc, ce n'est pas des mots de théorie, c'est des mots idiosyncratiques. Et reconnaissance et connaissance, c'est dans son vocabulaire à lui qui les a construits. Mais il me semble qu'il rejoint vraiment quelque chose dont on a parlé ici de façon un thème très général. Et il me semble que c'est une manière assez intéressante de se poser la question, non? De maintenir notre vocation à la reconnaissance qui est toujours là, mais de féconder la connaissance. C'est-à-dire qu'il faut activer cette distance critique, ce travail critique. Et les deux choses sont là à la fois. Et il me semble que l'effet d'avoir vu les travaux de ce matin et ton travail vraiment va dans cette direction. Disons, si j'essaye un peu de me souvenir bien de Morin, lui, il parle vraiment du cinéma comme... C'est tout bête, en fait, comme idée. Il parle du cinéma comme un miroir déformant de la réalité. Et moi, voyant le type de cinéma, ou entre guillemets de post-cinéma qui peut être produit par des artistes de votre génération aujourd'hui, je me dis que peut-être ce que Edgar Morin voyait dans tout film, c'est-à-dire qu'en gros, les corps et le langage, on n'a pas un rapport direct avec eux, sous prétexte que c'est les mêmes corps que les nôtres, et sous prétexte que c'est le même langage que le nôtre, mais que de fait, le cinéma a la vocation de les déformer par les rapports d'échelle, par le montage, par le son, enfin le côté magique du cinéma. C'est pour ça que son film s'appelle le cinéma ou l'homme imaginaire. Il y aurait aujourd'hui, dans l'art contemporain, une manière de traiter le cinéma qui aurait porter cette question de la reconnaissabilité langagière, physiologique, un peu à son paroxysme, jusqu'à produire des formes qui peuvent résister aux transformations du familier et de l'étrange et rester à un niveau d'abstraction qui m'était inspiré de manière peut-être un peu trop métaphorique par vos références, par ailleurs, à l'art abstrait, ou qui viennent se télescoper avec les images filmiques, disons. D'accord, oui. Mais il faudrait relire Morin, je l'ai lu il y a longtemps. Non, mais je pense à ces propos, ce dialogue à trois, où disons que depuis aussi que Benjamin a parlé de cette question temps présent, où le sens s'est fait en se construisant, à une autre réponse qu'on avait, on avait fait un séminaire il y a pas mal de temps, je ne me souviens plus quand, avec Alain Sekula, donc qui était venu 3 jours et qui n'avait pas proposé un retour sur son travail, mais vraiment une analyse minutieuse du montage du dernier film qui s'appelait Risque, qui est un film de 3 heures. Je ne sais pas si vous les connaissez. La loterie de la mer. Pardon ? Le nom, c'était La loterie de la mer. Oui, les risques n'est pas dans les titres, oui. C'est un truc dont on avait parlé beaucoup, mais le titre, c'est The Lottery of the Sea. Oui, qui est donc un mot qui vient de... Comment il s'appelle ? Adam Smith. Adam Smith. Sur la notion de risque. Sur la notion de risque, voilà. D'où mon raccourci. Et c'est intéressant comment nous sommes dans des années très proches des préoccupations que nous avons évoquées. Donc c'était 2007 peut-être, 2005, 2007, je me souviens plus, entre 2005 et 2007. Il avait donc renoncé à un certain travail de distanciation sur la photo qu'il avait toujours mené avec cette spécificité, je veux dire, celui de l'enquête du terrain et en même temps d'une distanciation assez étonnante par rapport aux documents photographiques, pour construire finalement un film dans lequel, je me souviens, nous assistions quand même un peu étonnés à ces constructions complexes entre enquête, c'est-à-dire aller faire le tour des océans finalement et des ports, et aller dans des choses très différentes, comme dans une école d'officiers de marine marchande au Japon, ou aller enquêter dans les ports de pêche comme en rêvant des poissons, tout en mélangeant des éléments fictionnels de cinéma, de projection sur la figure du marin et sur la question du travail, ou par exemple aller à cette époque-là enquêter sur ces jeunes gens qui travaillaient en Galice à nettoyer les plages. Et donc, ce n'est pas concentré sur les phénomènes de la pollution, mais sur les phénomènes de jeunes gens qui prennent des risques et qui donc ne sont pas payés pour les risques qu'ils prennent. Et construisez par des images, par des figures dans les films,
un étrange travail de tissage qui finissait par mettre en parallèle ces jeunes gens habillés en blanc qui sont en train de s'infecter, de prendre des saletés pour nettoyer la planète, et de l'autre côté, par exemple, une ouvrière d'un hôtel à New York qui, par les gants, mettre des gants blancs, une espèce de propreté qui devait être apparaissante pour les clients. Et comment le film arrivait à tisser cette distanciation, finalement, par une étrange construction des tissages, montage, des textes, des commentaires, des citations. Et il est intéressant que cette construction complexe, finalement, reste confiant dans l'image. C'est normal, c'est un photographe quand même, il ne faut pas l'oublier. Qui finalement a tellement de confiance dans l'image qu'il pense aussi qu'un film à production américaine hollywoodienne sur les pêcheurs du Pirée vient nous donner autant d'informations que l'enquête qu'il mène lui-même en Galice. Or, ce que je trouve très différent dans l'approche que vous pouvez faire, tout en étant très proche d'une construction qui pourrait se ressembler à ça, c'est que finalement, l'espace des non-ressemblances ou des tranchetés du quotidien, comme tu disais, est un espace, effectivement, là j'abonde un peu dans la direction d'abstraction, c'est-à-dire que finalement les images ne sont pas une transmission, même la caméra à l'épaule, parce que après on est parti sans discuter de la traite des vaches, mais on glisse un peu. Votre actrice est excellente, vraiment. Je suis vraiment, je vous disais, étonné de comment elle change de visage entre les deux rôles, et de grande attitude, c'est très étonnant. Mais elle glisse un peu sur la mer des vaches, et on sent que c'est pas son terrain habituel. Comme elle a un peu peur des vaches, en fait. Et là aussi, c'est intéressant cette chose, parce qu'il y a quelques hésitations quand même qui persistent sur la concentration tout à fait crédible de la fille qui travaille et qui regarde ailleurs, qui se met au lit ou comment elle s'habille, toutes ces choses. Mais finalement, même quand vous êtes là, caméra à l'épaule, dans un temps je veux dire, sur les lieux de travail, où nous faisons semblant de faire une enquête, vous arrivez quand même à abstraire cette chose. Et dans la volonté d'exposition, c'est encore plus fort quand vous le mettez face à face, évidemment, ou face à côté de la ligne abstraite. Mais c'est intéressant que l'image soit complètement construite, même quand vous traitez la question de l'enquête. Et il y a quelque chose de ce que disait Benjamin, je trouve, là. C'est-à-dire que finalement, c'est peut-être cette abstraction qui nous fait prendre conscience que l'essence se produit à ce moment-là. Parce que dans les films de Lottery of the Sea, par exemple, la conscience s'étisse au fur et à mesure et travaille longtemps après. Ils viennent du coup appeler aussi les autres films qu'on a connus, les autres choses qui ne sont pas dedans. Or que ça ne passe pas ici. Effectivement, vous n'appelez pas d'autres documents, les hors-champs, même quand vous allez dans une ferme, finalement n'opèrent pas. Et j'ai trouvé par exemple les cadrages très significatifs, les cadrages de la fille qui dort. C'est que la fenêtre est niée, une espèce de regard sur les réveils qui évidemment a du sens à ce moment-là, mais comme elle s'habille, comme elle va au lit, finalement le monde disparaît en dehors de ce monde que vous montrez, celui de l'usine. Et donc vous niez les hors-champs quelque part. Vous construisez un hors-champ que je veux dire, vous ne me construisez pas la possibilité d'appeler d'autres films. Et je trouve que c'est un peu ça, non, que je pense auquel tu penses. Il y a une différence entre une œuvre document et une œuvre abstraite. Non, mais oui, la notion d'abstraite que tu évoques me semble avoir un peu à voir avec cette chose-là. C'est-à-dire que finalement, parce qu'on ne peut pas dire de cette image qu'elle est abstraite, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas allés dans la bouse des vaches, donc ils y sont allés, et pourtant, cette étable semble un lieu uniquement présent dans les films. Ouais, moi je comprends ça un peu comme la notion d'immanence, quoi. C'est-à-dire que même dans le film sur la fête, les choses se passent. C'est l'immanence dont parlait Benjamin quand il disait on ne peut pas imaginer le moment ou le lieu où ça s'est produit, et qui fait que peut-être les stratégies de hors-champ, vous les utilisez plus dans l'espace d'expo que dans le film lui-même, quoi. Donc ça me semble cohérent.
c'est effectivement ça que le hors-champ ou le contre-champ, ce n'est pas à l'intérieur du film, mais c'est joué après dans l'espace d'exposition. Le film, il contient, il condense, ou effectivement, il ne convoque pas directement de lui-même. Quelques mots donc sur ce projet de série télévisée de Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville. C'est donc un travail qu'ils ont mené à deux. Après sa période d'Iga Vertov, tout va bien. Il s'est retranché, on peut dire, à Rolle, donc petite ville de Suisse. Et il s'est très vite mis, Jean-Luc Godard, à acquérir le matériel vidéo, des outils de montage, de tournage, caméra. Et il a eu vraiment une période expérimentale. Et en 1978, il avait déjà réalisé une série pour la télévision. On lui propose un mandat comme une commande. Et voilà, il s'y est mis. Et leur projet, c'était de passer en prime time. C'est des séries de 26 minutes, 12 épisodes. Et chaque épisode porte une certaine thématique entre un élément d'un ouvrage de lecture, chimie, grammaire, violence. Chaque fois, comme ça, une tension entre deux termes. Et chaque épisode est construit un peu de la même manière. Il a vraiment imaginé des rubriques. Il a joué à la télévision. C'est comme ça qu'il a dit. On fait de la pratique en faisant de la théorie, et puis on se regarde vivre à la télévision. C'est-à-dire qu'il s'immisce un peu, voilà, chez un petit garçon et chez une petite fille, à tour de rôle. Chaque épisode a une focalisation sur un des deux de ces deux enfants. Et il est construit de la sorte qu'il y a toujours une partie un peu de présentation où on voit des images du monde extérieur, une autoroute, ici un centre commercial, parfois des travailleurs. Et il y a une voix off qui a, là c'est assez long, parfois c'est très court, juste quelques phrases, des indices, une entame narrative, où il fait une redescription, on peut dire, du monde en parlant des monstres, de la société capitaliste, et il fait un travail là autour. Et ensuite, il y a la rubrique d'un long entretien, ça peut durer jusqu'à 12 minutes, avec soit ce garçon, soit cette fille, Camille et Julien, je crois. Et à chaque fois, on le voit très bien là dans cet exemple, il y a vraiment une maïeutique. Alors il y a plusieurs choses qu'il met en place. Dans un sens, il laisserait à la voix de l'enfant un savoir que l'adulte éduqué n'a pas. C'est comme si la parole, on attendait quand même certaines révélations de cette parole très simple, de la manière dont cette fille prend les questions comme ça de manière très spontanée et y réfléchit et donne quelques indications. Ça peut être un révélateur. Et parfois aussi, on voit bien qu'il l'instrumentalise, qu'il oriente, qu'il essaye de... C'est aussi beaucoup de Godard dont ça parle et de ce qu'il met en place comme... on dira, système d'interprétation du monde. Et ces éléments, on les trouvait très forts, et surtout en le pensant, il imagine la télévision. C'est diffusé sur Antenne 2, à l'époque c'était cette chaîne, et simplement il n'a pas eu du tout la réception qu'il pensait, et la chaîne n'a pas voulu le passer chaque semaine 26 minutes. Ils ont finalement fait 4 grands blocs d'1h30, et ils l'ont passé en fin de programme. Donc son projet de télévision démocratique et avec des questions un peu épineuses, avec du temps qu'on passe dans la cuisine ou peut-être dans une salle de classe. Il y a parfois un épisode, c'est pendant 12 minutes, 15 minutes, seulement la famille qui mange à table sans coupe. Donc c'est vrai qu'il utilisait ce qui était aussi très fort à ce moment-là, en 1978, avec l'arrivée de la vidéo légère, le porte-à-pack, c'est des longues durées, on ne doit pas changer la bobine comme avec le 16 mm, donc il peut vraiment se permettre d'étaler le temps d'enregistrement. Tout ça, ça fait partie de ce moment-là, de ce travail. Au générique, il y a toujours cela qui s'affiche, et puis tout de suite après, librement inspiré de l'œuvre de Bruno Giordano. Bruno, c'est en fait un pseudonyme, Le Tour de la France par 2 enfants. Et en fait, voilà, ça c'est encore les quelques autres images qu'on a au début d'un de ces épisodes, où les termes génériques de l'épisode sont affichés en même temps que des images de ce qui va venir. Voilà, ça c'est en fait ce mandat qu'il a reçu. Initialement, c'est une commande pour les 100 ans
de cet ouvrage de lecture scolaire, Le Tour de la France par 2 enfants. Donc c'est ce livre d'apprentissage de la lecture, édité en 1877, a connu un nombre illimité de rééditions juste dans les années 50. C'est un ouvrage qui a été un ouvrage de base de la lecture pour tous les petits Français, les petites Françaises. Et puis, ce n'est pas seulement un enseignement, l'apprentissage de la lecture, c'est aussi un enseignement de la France, sa géographie, son histoire, mais aussi un enseignement moral et civique. À chaque fois, dans cet ouvrage, il y a bien sûr un récit, c'est le récit de 2 frères, 2 orphelins, un de 14 et un de 7 ans, qui parcourent la France à la recherche, je crois, de leur oncle, et à chaque étape, ils découvrent une situation, un lieu, et à chaque moment, à chaque épisode, il y a aussi un mot d'ordre, un axiome, une petite morale. Ici, c'est quoi? Rien ne soutient mieux notre courage que la pensée d'un devoir à remplir. Il y a aussi des légendes, donc il y a des gravures, 220 je crois dans l'ouvrage, et puis les légendes, mis à part donc le récit qui avance. Notamment, on peut voir là, la race blanche, la plus parfaite des races humaines, habite surtout l'Europe, l'ouest de l'Asie. Voilà. Donc il y a énormément, bien sûr, une idéologie très très forte, très marquée. Nous, ça nous a surpris que ce livre était utilisé juste dans les années 50 dans les écoles. Voilà, ça nous semblait assez pertinent. Donc 2 couches déjà temporelles. Le livre qui existait, il y a eu aussi d'ailleurs des films qui ont été faits à partir de cet ouvrage, et puisqu'on a fait Godard et Miéville, eux, ils imaginent comment voyager dans la France de manière métaphorique uniquement avec ces entretiens d'une fille, d'un garçon. Ils ont gardé cette idée de 2 enfants tout de même. C'est plus le tour de la France par 2 enfants, c'est France tour des tours, 2 enfants. Dans l'ouvrage, ce que justement Godard n'a pas fait, c'est de passer d'étape en étape. Toutes les villes sont parcourues, des régions, et notamment ici Toulouse. Voilà un peu pour l'élément de base. Nous sommes partis de ce projet, donc là c'est une référence explicite chez nous. C'est un travail que nous avons réalisé, commencé donc de réaliser, de mettre en place depuis 2008. Au départ, c'est un projet qu'on voulait mener avec la galerie Jocelyn Wolff à Paris. On partait d'abord, on voulait travailler avec les sans-papiers à Belleville. Donc dans le quartier aussi où il y a la galerie, c'était difficile à mettre en place, comme toujours on en parle de ces questions de financement. Mais on avait déjà une idée, c'est-à-dire qu'on voulait reprendre cette notion du Tour de la France, parce que pour nous c'était aussi la première fois que nous allions produire en France. On a bien sûr des sources, littérature théorique très francophone, même si on a toujours en fait produit en Allemagne, en Pologne, en Autriche, enfin ailleurs qu'en France. Et parfois en Suisse. Donc pour nous, c'est assez intéressant de se dire on va questionner la France d'aujourd'hui, de manière un peu ironique. C'est vrai qu'on a aussi nos accents suisses, et l'interrogation qu'on peut faire, elle vient aussi de personnes extérieures à un pays, personnes qui l'apprécient, qui ont dès l'enfance par la télévision eu beaucoup d'échos de la France sans vraiment faire partie de ce pays. Ce qui nous semblait intéressant, c'est de réfléchir à la question de la série, donc de plusieurs épisodes qui se déploient dans le temps, tout en imaginant que c'est une série qui ne passera jamais à la télévision, mais on voulait aussi jouer avec ce format-là, ce standard de « et si ça passait à la télévision ?» L'autre élément qu'on trouvait aussi pertinent de continuer de réfléchir avec, c'est la question, alors cette fois, des déplacements. Chaque épisode se situe à un endroit de la France, et ce n'est pas sa géographie ou les activités industrielles ou artisanales qu'on veut déployer, mais vraiment une situation spécifique, une problématique d'une situation. Une différence par rapport aussi au projet de Jean-Luc Godard, c'est l'adresse, c'est-à-dire que du fait de notre parcours aussi de projets antérieurs, il y a quand même cette situation des jeunes adultes ou des adolescents qui nous a continuellement habités. On a aussi travaillé au théâtre avec parfois des jeunes adultes. Pour nous, c'est un moment important parce qu'on est déjà citoyen, on se projette déjà dans une possibilité, dans une responsabilité, politique ou pas. On peut faire partie de groupes, on est en même temps empli des valeurs d'où on est issu, de la famille, et on doit quand même, c'est un moment d'indécision, d'indétermination, un moment où on peut se fantasmer
avoir une position, mais en tout cas, on n'est pas installé. Pour nous, cette situation est un élément moteur de réflexion et on s'est dit que c'est plutôt avec des adolescents, des jeunes adultes qu'on va travailler, discuter. Donc, c'est un peu les éléments récurrents. Il existe pour l'instant un seul épisode. On l'a réalisé à Toulouse, dans la cité du Mirail. C'était organisé par le printemps de septembre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de préparer un deuxième, voire un troisième épisode. Le deuxième épisode va se filmer à Pierrefitte, dans la banlieue parisienne, auprès d'écoliers décrocheurs. Un autre épisode est prévu à Marseille. Voilà, ça se construit, mais sur plusieurs années. On souhaite en avoir au moins 3 ou 4 d'épisodes, donc de 26 minutes, pour aussi éventuellement les diffuser comme un moyen ou un long métrage. Ce qui compte pour nous aussi, c'est que ces épisodes soient d'abord